Je sais qu'être là ce matin j'ai croisé dans Angers des jeunes républicains hagards à la recherche d'un café. Ce matin, être là, c'est un signe de courage quasiment héroïque et je voulais vous en remercier et vous dire à quel point c'est un bonheur de vous retrouver comme chaque année, à quel point c'est un bonheur de partager cette rentrée avec vous. Charles le disait très bien, c'est vraiment un encouragement magnifique de vous savoir là, toujours fidèle au rendez-vous. Et je voudrais dire un immense merci et un immense bravo à Guilhem, à Théo, à Charlotte, à tout le bureau national, à toute l'équipe des Jeunes Républicains, à Tristan Ganivet. Vous avez organisé cet événement on en parlait avec Annie, avec beaucoup d'admiration, dans un moment très contraint, avec des moyens très contraints, et pourtant vous êtes au rendez-vous, et ce rendez-vous-là, c'est celui de la fidélité, et nous savons que ce rendez-vous-là, vous ne le manquerez jamais. Alors ce matin, je voulais simplement partager 3 messages tout simples avec vous. C'est difficile de passer après Olivier et Bruno. Je vais essayer de faire simple et court, mais juste 3 messages très simples pour commencer cette année qui va être, je crois, extrêmement importante. Et cette année qui va être, je crois aussi, sans doute extrêmement difficile pour notre pays tout entier. Parce que nous allons, sans aucun doute, Olivier, tu le disais, au-devant de tensions fortes, dans un moment où notre pays n'a jamais été aussi fracturé. Mon premier message, tout simple, mais je sais que vous le partagez déjà, c'est « ne vous laissez pas intimider ». Hier, j'ai été marqué, en parlant avec vous, du nombre d'entre vous qui m'avaient raconté les difficultés auxquelles ils font face dans leur campus, dans leur université, pour mener leur activité militante, pour inviter des intervenants, pour pouvoir tout simplement témoigner de leurs convictions. Ne vous laissez pas intimider. Il n'y a aucune raison que les administrations de nos institutions d'enseignement universitaire, il n'y a aucune raison que ceux qui prétendent faire la loi sur les campus vous interdisent de dire ce en quoi vous croyez, ce à quoi vous pensez. Ne vous laissez pas intimider, même par la menace de la violence. Et je pense par exemple à Hanan Mansouri qui a été attaqué violemment à Grenoble. Je pense à tous ceux qui, l'an dernier, et peut-être je le dis ici à tous nos amis journalistes, c'est frappant qu'on n'en parle pas assez, que dans notre pays, des élus, que dans notre pays, des élus étudiants, que dans notre pays, des candidats, des gens qui se sont engagés simplement pour défendre leurs convictions dans un contexte démocratique, et puis être, qu'ils soient d'ailleurs de notre parti politique ou d'autres familles politiques, et puis être parfois intimidés, parfois même agressés, parfois violentés, alors que nous devrions, dans une démocratie, chérir absolument la liberté d'expression et le pluralisme. Ne vous laissez pas intimider. Et vous avez le courage, je le sais, de continuer de défendre vos convictions, même dans ce climat qui devient de plus en plus difficile. Ne vous laissez pas non plus intimider par ceux qui vous expliqueront, avec des barrières de mots, que vous êtes coupable de penser ce que vous pensez, que vous êtes coupable de croire ce en quoi vous croyez. Bruno et Olivier l'ont dit mieux que moi, nous n'avons pas à rougir. Nous n'avons pas à rougir devant les écologistes de pacotille qui voudraient, et c'est leur priorité, fermer toutes les centrales nucléaires d'Europe, comme ils le disent tous les jours au Parlement européen. Regardez ce à quoi conduirait la thérapie de choc proposée par les écologistes, à un désastre non seulement économique, non seulement social, mais à un désastre climatique. Nous sommes la famille politique qui défend le climat parce que nous sommes la famille politique qui défend les solutions pour le climat. Et au Parlement européen, tous les jours, nous nous battons et nous avons gagné cette année une bataille absolument décisive avec notre délégation pour pouvoir garantir que nous serons capables d'investir pour l'avenir dans cette énergie décarbonée. Ce n'est pas nous qui disons que le nucléaire est nécessaire, c'est le GIEC qui le dit. Nous sommes le parti de la raison, nous sommes le parti des solutions et nous n'avons pas à rougir devant ceux qui nous font croire que nous ne sommes pas assez verts pour avoir droit à la parole. Nous sommes ceux qui défendent l'écologie réelle, l'écologie authentique, celle qui est réellement fidèle à la cause de l'environnement que nous avons le devoir de transmettre. On nous accuse parfois, cher Bruno, d'être des conservateurs. Eh bien oui, nous savons que le premier devoir de la politique, c'est de transmettre aux générations futures ce dont nous avons hérité. Leur transmettre la nature, mais leur transmettre aussi la culture. Et oui, nous voulons transmettre à ceux qui viendront après nous cette culture française qui fait de nous ce que nous sommes. Nous n'avons pas à rougir devant une gauche qui nous fait croire qu'elle défend les déshérités, alors qu'en réalité, elle les prive à l'école de ce qui pourrait les faire grandir, de ce qui pourrait leur permettre de s'intégrer pleinement à la société française. Si notre école est dans une telle situation de déliquescence, ce n'est pas, comme le dit le ministre de l'Éducation nationale, parce que la culture française est raciste, c'est parce que la culture française n'est plus transmise. C'est pour cela que l'école française est devenue inégalitaire. Et il n'y a qu'une seule manière
d'offrir aux plus modestes, d'offrir aux plus fragiles le succès auquel ils ont droit, c'est de leur transmettre la plénitude de cet héritage que nous avons reçu et que nous devons leur offrir. Ne vous laissez pas intimider par ceux qui vous expliquent que nous ne sommes pas assez sociaux. Nous sommes ceux qui défendent les plus défavorisés, contrairement à ce ministre de l'Éducation nationale qui a mis ses propres enfants dans des écoles pour ultra privilégiés. Nous savons que c'est l'enseignement public qu'il faut sauver, que c'est l'école publique de la France que nous voulons relever, que nous voulons reconstruire et que nous ne la reconstruirons que sur la fierté qui consiste à transmettre humblement ce que nous avons reçu. Ne nous laissons pas intimider, et ce serait mon petit point de désaccord avec ce que disait Charles tout à l'heure, ne nous laissons pas intimider par ceux qui nous expliquent qu'il y a des convictions qu'il serait ringard de défendre. Oui, moi je n'ai pas honte d'avoir été un opposant de Madame Taubira quand elle prétendait changer la civilisation française. Désolé, je n'en ai pas honte. Et je pense même que c'est l'avenir, je vais vous dire. Et je pense même que notre combat d'hier n'a jamais été autant d'actualité. Nous étions très nombreux ici. Nous étions très nombreux ici à porter le même message et nous avions raison de le faire. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous expliquaient qu'il s'agissait seulement de changer le mariage sont en train de nous dire qu'il faut que les hommes soient enceints. Ceux qui nous expliquaient seulement qu'il s'agissait de mariage sont en train... Comme au Parlement européen, on nous a fait voter il y a maintenant 1 an une résolution qui disait que, messieurs, vous allez être ravis, que les hommes doivent pouvoir avoir le droit de faire l'expérience de la grossesse. Voilà. Eh bien moi je vous dis, chers amis, que ce monde est fou, que le monde qu'on nous promet est fou, et que nous devons défendre à temps et à contre-temps la sagesse, l'équilibre, l'intelligence, la justesse, que nous devons défendre le sens de l'expérience humaine. Et c'est la grande question politique qui nous attend. Mes chers amis, vous êtes jeunes, vous n'avez pas à rougir, vous n'êtes pas de vieux cons quand vous dites que nous avons le devoir de défendre ce qui fait la fécondité de l'expérience humaine tout entière. Et je crois que nous avons, au fond de nous-mêmes, cette certitude profonde que même les combats menés un jour à contre-courant peuvent devenir le secret de nos victoires futures. Lorsque ceux qui nous entourent se rendront compte que nous avons eu raison. Nous avions eu raison sur l'école, nous avions eu raison sur le nucléaire, cher Olivier. Nous avons eu aussi raison de défendre un modèle de société qui est authentiquement respectueux de ce qui fait l'équilibre de nos vies. Et je crois que ce combat-là n'a jamais été autant d'actualité. Ne vous laissez pas intimider. Et chers amis, mon deuxième message tout simple et très rapide, c'est ne vous laissez pas endormir. Ne nous laissons pas endormir. Si nous voulons défendre ces convictions, nous avons aussi le devoir de travailler. Nous avons le devoir de revenir à la source. Hier, l'un d'entre vous m'a posé cette question magnifique. Je veux m'engager en politique, qu'est-ce que vous me conseillez de lire? Il n'y a pas de plus belle question, chers amis. Je partage avec vous, c'est la rentrée, l'heure des bonnes résolutions. Je partage avec vous cette intuition toute simple. Le défi qui est devant nous, c'est de nous remettre au travail. C'est de recommencer à lire. C'est de trouver les moyens de défendre nos idées avec des mots nouveaux. C'est de trouver de nouveaux moyens de parler à ceux qui nous entourent. Vous en êtes tous les témoins ici. Daniel le disait, le constat a été partagé par tous ceux qui m'ont précédé. Nous ne parlons plus assez aux jeunes qui nous entourent. Nous ne parlons plus assez, cher Jean-Luc, aux urbains. Nous ne parlons plus assez aux habitants des grandes villes. Cher Éric, tu es le seul à avoir réussi à emporter une élection législative dans une ville de plus de 100 000 habitants pour notre famille politique. Eh bien, ta victoire doit être pour nous un exemple. Elle doit nous permettre de comprendre ce que nous avons à faire pour réussir à retrouver le lien avec ceux qui nous entourent. Et pour cela, il faut nous remettre au travail. Pour cela, il faut nous remettre au travail. Je relisais récemment le discours magnifique de Walter Lippmann à ses étudiants à la veille de la Première Guerre mondiale à Harvard. Walter Lippmann disait à ses étudiants « Nous avons vécu trop longtemps sur un confort illusoire. Nous avons tenu les bonnes choses pour acquises. Désormais, plus rien n'est acquis pour rien. Désormais, pour chaque droit auquel vous tenez, il y a un devoir qui vous attend. Pour chaque espoir qui vous anime, il y a une tâche à accomplir. Pour chacune des bonnes choses que vous souhaitez préserver et que vous devez aux vertus héroïques des générations passées, il vous faudra retrouver ces mêmes vertus héroïques. Nous vivons dans un moment où rien n'est plus acquis pour rien, chers amis. Et je crois qu'il faut en avoir conscience. Il ne nous suffira pas de répéter les mêmes slogans. Il ne nous suffira pas de nous redire à nous-mêmes, entre nous, que nous sommes bien de droite, que oui, nous sommes restés fidèles à nos convictions. Il ne suffira pas de nous donner à nous-mêmes le témoignage que nous n'avons pas dévié.
pour que nous puissions demain retrouver l'esprit et le cœur de ceux qui nous entourent. Nous avons besoin de nous remettre au travail. Nous avons besoin de revenir à la source. Nous avons besoin de reconstruire ce travail intellectuel, de reconstruire ce débat d'idées, de reconstruire cette vitalité qui nous permettra demain de faire le débat et non plus de le subir, qui nous permettra de créer la conversation et non plus de la suivre. Et chers amis, je termine par là. Eh bien, je crois que mon dernier message est tout simple, mais là encore, je sais que vous le partagez déjà. Mon dernier message, c'est ne vous résignez jamais. Ne vous résignez jamais. Mais est-ce que j'ai besoin de vous le dire? En réalité, ce message, c'est vous qui nous le donnez ce matin. C'est vous qui, par votre présence, nous montrez que vous savez qu'il ne faut pas baisser les bras. Nous avons traversé des moments tellement difficiles, et nous les avons traversés ensemble. Mais nous savons, au fond, qu'il y a parfois, et je le dis très simplement, de manière un peu directe, il y a parfois des victoires coupables, il y a parfois des victoires honteuses, et il y a parfois des défaites pleines d'honneur, qui sont le point de départ d'une reconstruction authentique, de cette reconstruction dont, justement, notre pays a besoin. Il y a des victoires qui sont obtenues au prix du mensonge. Il y a parfois des postes ministériels qu'on gagne avec simplement des reniements et en payant de ses propres abandons l'espèce d'apparence de pouvoir que l'on espère obtenir. Il y a des victoires coupables et il y a des défaites sur lesquelles on peut reconstruire pour l'avenir. Je ne dis pas cela pour que nous nous habituions à la défaite. Nous avons soif de victoire et nous savons qu'il est possible de gagner. Et nous savons que nous avons le devoir de gagner. Parce que si nous voulons que notre pays puisse enfin se reconstruire, il faudra que nous puissions un jour assumer de nouveau des responsabilités. Mais nous savons aussi que ce qui compte d'abord, ça n'est pas d'arriver au pouvoir. C'est tellement facile d'arriver au pouvoir. Regardez le monde macronien. Regardez ce qui entoure aujourd'hui le monde du pouvoir. Il suffit de se trahir pour arriver dans un ministère. Il suffit de se renier pour espérer obtenir la petite récompense temporaire. Nous savons que nous ne voulons pas de cette victoire-là. Nous voulons d'une victoire fondée sur la vérité. Et de ce point de vue-là, nous avons le devoir de ne jamais nous résigner. Chers amis, il y a devant nous des échéances très importantes. Il y a devant nous des échéances très importantes, mais il y a aussi derrière nous des succès extraordinaires, des succès sur lesquels nous pouvons construire. Et je pense en particulier, et je voudrais dire mon immense admiration et ma profonde reconnaissance à tous ceux qui, au cours de l'année passée, ont gagné, ont conquis les succès qui peuvent faire que notre famille politique aujourd'hui pèse dans le débat parlementaire. Je voudrais dire mon admiration à tous les députés qui ont été réélus l'an dernier, qui ont été élus l'an dernier, malgré les difficultés. Cher Olivier, cher Aurélien, mon admiration à tous ceux qui ont mené ces combats incroyablement difficiles, mon admiration envers vous tous qui les avez entourés, mon admiration envers chacun de vous qui avez été parfois candidats dans des circonscriptions très difficiles. C'est sur vos combats que nous pouvons construire aujourd'hui. Je voudrais dire mon admiration et ma reconnaissance à tout le groupe parlementaire des Républicains au Sénat, qui est aujourd'hui majoritaire. Et c'est sur cette majorité que notre famille peut construire son espérance. Et je voudrais te le dire en particulier à toi, cher Bruno, toi qui es l'artisan du travail de ce groupe, toi qui, tous les jours, constitue la pierre angulaire de ce groupe sur lequel se construit le travail que notre famille politique aujourd'hui peut faire. Chère Annie, tu le sais, autour de toi, pour que cette coordination parlementaire nous permette de conquérir les victoires, de conquérir les succès qui permettront de limiter les dégâts que le macronisme peut encore occasionner à la France. Sur tout cela, chers amis, nous pouvons construire aujourd'hui. Sur tout cela, nous pouvons construire les victoires de demain, à condition, encore une fois, de ne pas baisser les bras. Une chose m'a frappé dans cette année électorale, et je termine par là, c'est la vitesse à laquelle la situation évolue. C'est la vitesse à laquelle les perceptions changent. Souvenez-vous de la manière dont les choses s'engageaient il y a encore quelques mois, quand nous étions en septembre dernier à la veille de cette année électorale. Qui aurait, par exemple, parié sur le succès indéniable avec lequel le Rassemblement national a terminé cette élection législative? Qui aurait pensé que le Rassemblement national avait encore un avenir quand nous étions en septembre dernier
à la veille de cette année d'élection présidentielle. Les choses changent extrêmement vite. Et moi, je suis convaincu que cette année en particulier, le vent va tourner très vite. Parce que les Français vont arriver à l'heure des conséquences du macronisme. Parce que Emmanuel Macron lui-même va vivre cette année l'heure douloureuse des conséquences. Fessenheim a été fermé dans l'indifférence absolue. Mais lorsque les Français vont devoir subir des coupures d'électricité, je ne doute pas une seule seconde qu'ils se tourneront vers M. Macron pour lui demander qui a fait fermer Fessenheim. Lorsque nous avons vécu le quoi qu'il en coûte et le dérapage budgétaire hallucinant que notre pays a connu, c'était dans l'indifférence absolue. Mais je ne doute pas une seule seconde que quand les taux d'intérêt vont remonter et que l'État ne pourra plus assumer ses missions fondamentales, les Français se tourneront vers M. Macron et lui demanderont qui a dépensé notre argent. Les choses peuvent tourner très vite. À nous d'être prêts, chers amis. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors, je vous le dis très simplement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est le signe, et nous le savons tous autour de vous, avec Olivier, avec Bruno Retailleau, avec chacun d'entre vous, nous pouvons reconstruire notre famille politique, tous ensemble, quelle que soit la diversité de nos sensibilités. À la veille de cette campagne, je vous le dis très simplement, il n'y a aucune raison que nous soyons divisés. Nous avons tout en commun. Nous pouvons faire de ce moment qui nous attend l'occasion d'une conversation utile pour reconstruire depuis le début, pour tout refonder ensemble. Et ensemble, j'en suis sûr, nous préparerons avec vous, pour vous, avec vous et pour les générations futures, les victoires de notre famille politique dont notre pays a tant besoin. Merci infiniment. Il défend une certaine idée de la France au Parlement européen. Faites du bruit pour François-Xavier Bellamy!